le 4 juin 1943. Railroad Street, Mexia, Texas. Le crayon tremblait légèrement tandis qu'une Afizia, Verer Burkhardt, écrivait dans son journal intime, caché, consignant des mots qui lui auraient irrévalu l'isolement s'ils avaient été découverts par ses propres officiers. Les Américains doivent nous mentir. Aucune nation ne pourrait posséder une telle abondance tout en menant une guerre sur deux fronts. Par la fenêtre du train, il venait d'être témoin de quelque chose qui contredisait 3 années de propagande nazie. Des lumières électriques brillaient de chaque ferme, de chaque coin de rue, de chaque vitrine de magasin. Une constellation infinie d'électricité s'étendant à travers les plaines du Texas à 22 heures. En Allemagne, les règlements de couvre-feu avaient plongé le Reich dans l'obscurité depuis 1940. Même avant la guerre, l'électrification rurale atteignait à peine 20% des fermes allemandes. Pourtant ici, dans ce que la propagande nazie avait décrit comme une Amérique décadente et effondrée, l'électricité coulait comme de l'eau. 1850 vétérans de l'Africa Corps de Rommel descendirent du train de voyageurs. Pas de wagons à bestiaux, pas de wagons de marchandises, mais des voitures Pullman capitonnées avec service de restauration et couchettes. Toute la population de Mexia s'était rassemblée pour assister à leur arrivée. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment allait déclencher la transformation psychologique la plus profonde de l'histoire moderne des prisonniers, une démolition systématique de l'idéologie nazie par la simple démonstration de la capacité industrielle américaine. Les mathématiques de la victoire alliée s'écrivaient non pas dans des plans de bataille, mais dans des statistiques de production qui allaient bientôt briser toutes les suppositions que ces soldats portaient sur leurs ennemis, leur patrie et leur cause. L'effondrement avait commencé le 13 mai 1943 en Tunisie. Le général Jürgen von Arnim, remplaçant de Rommel, se rendit avec environ 250 000 à 275 000 soldats allemands et italiens. Les chiffres variaient car des unités dispersées continuant à se rendre pendant plusieurs jours. Les combattants du désert les plus expérimentés de la Wehrmacht, des hommes qui avaient repoussé les Britanniques jusqu'en Égypte, qui avaient gagné le respect réticent de Montgomery lui-même, étaient soudainement prisonniers. Parmi eux se trouvait Hetman Friedrich Radka, détenteur de la Croix de fer de première classe, vétéran de la campagne de France, blessé 2 fois en Afrique du Nord. Son journal intime, découvert des décennies plus tard aux archives nationales, fournirait aux historiens le récit le plus détaillé de l'impact psychologique de la captivité américaine sur les soldats allemands. Le voyage de la défaite à la révélation commença dans le port d'Oran, en Algérie. Alors que Radka et 30 000 autres prisonniers de guerre attendaient dans des camps de fortune les navires de transport, l'efficacité américaine commençait déjà à fissurer leurs idées préconçues. L'armée américaine traitait des milliers de prisonniers quotidiennement avec une précision organisationnelle qui dépassait tout ce que la Wehrmacht avait accompli même au sommet de sa puissance. Cartes d'identité photographiées et classées, examens médicaux complétés, vaccinations administrées, droit de la Convention de Genève expliqué en allemand, courant par des officiers américains qui avaient été formés spécifiquement pour ce moment. Mais le premier véritable choc vint avec la nourriture. Obergefreiter Hans Müller, capturé avec la 21e division blindée, écrivit à sa mère 8 mois plus tard. Dans l'enclos d'Oran, pendant que nous attendions les navires, les Américains nous ont nourris mieux que nous n'avions mangé en 6 mois de guerre dans le désert. Pain blanc, vrai café, viande 2 fois par jour. Nous pensions que c'était de la propagande, qu'ils essayaient du beau de nous impressionner. Nous ne réalisions pas que c'était leur ration militaire standard. Les Liberty Ships qui allaient les transporter à travers l'Atlantique étaient eux-mêmes des monuments à la capacité industrielle américaine. Le SS Robert E. Peary avait été construit en 4 jours, 15 heures et 29 minutes au chantier naval Kaiser à Richmond, en Californie. Un fait qui aurait été rejeté comme propagande impossible si les Allemands l'avaient su. Ces navires, produits au rythme de 3 par jour au pic de production, revenaient après avoir livré des fournitures au théâtre européen. Plutôt que de naviguer à vide au retour, ils transportèrent une cargaison humaine jusqu'à 30 000 prisonniers de guerre par mois à l'été 1943. La traversée atlantique de 2 semaines en juillet 1943 fournit la deuxième phase de démolition psychologique.
Feldwebel Kurt Zimmermann de la 90e division légère tint un compte-rendu détaillé qui survécut dans des lettres à sa famille après le rapatriement. L'équipage du navire, nota-t-il, jetait plus de déchets alimentaires chaque jour que toute sa compagnie n'avait reçu en rations hebdomadaires pendant les derniers mois en Afrique. Les marins américains jetaient des steaks à moitié mangés, des miches de pain entières, des gallons de lait restés trop longtemps, écrivit Zimmermann. Ils faisaient de cela ouvertement, sans réfléchir, non pour se moquer de nous, mais parce que pour eux ce gaspillage ne signifiait rien. Leur approvisionnement était illimité. Les navires eux-mêmes devinrent des salles de classe flottantes sur la puissance américaine. Les prisonniers de guerre découvrirent que le navire qui les transportait était l'un des 2710 Liberty Ships qui seraient construits pendant la guerre, chacun nécessitant 250 000 pièces, assemblées à partir de composants fabriqués dans 32 États. Les moteurs, apprirent-ils de gardes américains bavards, étaient construits dans 3 usines séparées, chacune produisant des cylindres de 900 chevaux, qui étaient ensuite assemblés dans des ports qui existaient à peine 2 ans auparavant. Lieutenant-colonel Wilhelm von Stauburn, dont la famille aristocratique prussienne avait servi dans toutes les guerres allemandes depuis Frédéric le Grand, écrirait plus tard dans ses mémoires. Alors que notre navire approchait de la côte américaine, j'ai regardé l'antenne radar tourner au-dessus de la passerelle. Cette technologie que nous croyions que seuls nous, et peut-être les Britanniques, possédions en quantité limitée, était un équipement standard sur un cargo. C'est alors que j'ai d'abord soupçonné que l'Allemagne avait déjà perdu la guerre. Le 2 août 1943, base navale de Norfolk, Virginie. La première vue de l'Amérique brisa les derniers vestiges de la propagande nazie sur la faiblesse industrielle américaine. La base de Norfolk s'étendait sur 1740 hectares, ses quais s'étirant sur des kilomètres, ses grues chargeant et déchargeant des dizaines de navires simultanément. En une seule journée, ce seul port traitait plus de tonnage que l'ensemble du port allemand de Hambourg ne gérait en une semaine. Gefreiter Johann Weber, un ouvrier d'usine de la Ruhr avant sa conscription, compta 47 cargos à divers stades de chargement ou de déchargement. Chaque grue, nota-t-il dans son journal intime secret, soulevait des charges qui auraient à nécessiter une douzaine d'hommes et de chevaux en Allemagne. Elle bougeait avec une puissance électrique, en douceur, continuellement, sans la fumée de charbon qui étouffait nos villes industrielles. Les prisonniers furent formés en colonne pour la marche vers les trains en attente. Le long du parcours, ils passèrent devant des parkings remplis d'automobiles civiles, des centaines d'entre elles appartenant aux dockers. En Allemagne, la possession d'une automobile privée demeurait un privilège des riches et de l'élite du parti. La Volkswagen, promise au peuple allemand depuis 1934, restait un rêve de propagande avec moins de 1000 jamais livrés aux civils. Ici, des ouvriers ordinaires conduisaient leur propre voiture pour aller au travail. Mais rien ne les prépara au train eux-mêmes. Pas de wagons à bestiaux, pas les wagons 48, 40 hommes ou 8 chevaux, qui avaient transporté les troupes allemandes à travers l'Europe, mais de véritables voitures de voyageurs. Des voitures Pullman avec des sièges rembourrés qui se convertissaient en couchettes. Des wagons-restaurants avec nappes blanches et couverts en argent. Des voitures d'observation avec fenêtres panoramiques. Edman Radka écrivit « Nous sommes montés à bord comme des touristes, pas comme des prisonniers. » Les gardes américains semblaient presque embarrassés par le confort. Un sergent s'excusa que la climatisation ne fonctionnait pas correctement dans notre voiture. La climatisation. En août, nous avions cru qu'un tel luxe n'existait que dans le train personnel d'Hitler. Le voyage en train de 3 jours de Norfolk au camp du Texas et de l'Oklahoma allait se révéler plus destructeur pour l'idéologie nazie que n'importe quelle défaite militaire. Alors que les trains roulaient à travers la Virginie, les prisonniers pressaient leurs visages contre les fenêtres, témoins d'une Amérique qui ne pouvait exister selon tout ce qu'on leur avait dit. Chaque petite ville brillait d'illumination. Martinsville, Danville, Greensboro, des communautés qui en Allemagne auraient eu de la chance d'avoir un seul lampadaire électrique, affichaient des vitrines illuminées, des enseignes électriques, des maisons avec des lumières allumées dans plusieurs pièces. Les trains passaient devant des usines fonctionnant en équipe de nuit, leurs fenêtres brillantes, des parkings pleins même à minuit. Obergefreiter Müller, dont le père était chef de bloc du parti nazi à Hambourg, écrivit dans une lettre découverte en 1987 «
Nous avons traversé des dizaines de villes cette première nuit. Chacune avait plus d'électricité que tout Hambourg. Les gardes nous ont dit que c'était normal, que chaque ville américaine avait l'électricité depuis les années 1920. Je l'ai traité de menteur. Il a simplement haussé les épaules et dit que nous verrions. À Roanoke, en Virginie, le train s'arrêta pour l'eau et le charbon. Les prisonniers regardèrent les cheminots américains accomplir en 30 minutes ce qui aurait pris 2 heures en Allemagne. Chargeurs de charbon automatisés, pompes à eau électriques, système de lubrification mécanisé. Chaque aspect de l'opération démontrait une supériorité technologique. Plus troublante encore était la richesse désinvolte des ouvriers eux-mêmes. Ils portaient des bottes en cuir qui auraient coûté à un ouvrier allemand 2 mois de salaire. Ils buvèrent du Coca-Cola dans des bouteilles en verre et jetaient les bouteilles vides dans des poubelles sans y penser. Ils fumaient des cigarettes continuellement, les écrasant à moitié finies. Feldwebel Heinrich Müller, un ingénieur électricien de Siemens avant la guerre, calcula que le seul dépôt ferroviaire où il s'était arrêté utilisait plus d'électricité en 1 heure que tout son quartier à Berlin n'en utilisait en 1 jour. Le gaspillage était magnifique, écrivit-il. Il laissait des lumières allumées dans des bâtiments vides. Des ventilateurs électriques fonctionnaient dans des pièces vacantes. C'était l'insouciance de la ressource infinie. Alors que les trains traversaient le Tennessee et le Kentucky, les prisonniers rencontrèrent ces lieux la puissance industrielle américaine en pleine démonstration. Par les fenêtres, ils regardaient que des usines sans fin, chacune plus grande que tout ce que la plupart avaient vu en Allemagne. L'usine d'aluminium Alcoa au Tennessee s'étendait sur 5 km le long de la rivière. Ses fours électriques consommant 175 000 kW de puissance, plus que la ville entière de Munich. Près de Louisville, les trains ralentirent, en passant devant le complexe de Rubbertown, où des usines de caoutchouc synthétique avaient surgi de champs vides en seulement 18 mois. 4 installations massives, chacune employant des milliers d'ouvriers, produisant 800 000 tonnes de caoutchouc synthétique annuellement. L'Allemagne, malgré l'invention du procédé, n'avait jamais réussi plus de 120 000 tonnes dans sa meilleure année. Oberleutnant Erich Hoffmann, un chimiste d'IG Farben, comprit immédiatement les implications. Dans une interview d'après-guerre, il se souvint. « Je connaissais ces usines. Je pouvais voir les colonnes de distillation, les craqueurs catalytiques. Chaque installation était plus avancée que tout ce que nous avions construit, et il y en avait 4 juste à cet endroit. Ils nous ont dit qu'il y en avait des dizaines d'autres à travers le pays. » Les trains passèrent devant l'usine Willow Run de Ford à l'extérieur de Detroit, visible à des kilomètres. Cette seule usine, construite en seulement 9 mois, produisait un bombardier B-20 4 Liberator toutes les 63 minutes. Au pic de production, 42 000 ouvriers assemblaient des bombardiers à partir d'1 550 000 pièces fabriquées par 1500 sous-traitants. L'usine occupait 2 300 000 mètres carrés de surface au sol et utilisait plus d'électricité que toute la ville allemande de Cologne. Hauptmann Werle, un pilote de la Luftwaffe abattu au-dessus de la Tunisie, pressa son visage contre la fenêtre en passant. Il compta 17 B-24 à divers stades d'achèvement visibles depuis le train. On nous avait dit que les avions américains étaient inférieurs, construits à la hâte, qu'ils tomberaient en morceaux au combat, mais je pouvais voir la précision des chaînes de montage, la qualité de la construction. Ce n'étaient pas des avions inférieurs, ils étaient simplement construits plus vite que nous ne pouvions l'imaginer possible. Plus les trains pénétraient profondément en Amérique, plus complète devenait la destruction de la mythologie nazie. À Saint-Louis, ils traversèrent le fleuve Mississippi sur le pont Eads, tandis qu'en dessous d'eux, des barges transportaient plus de grains que toute la récolte allemande de 1942. Les prisonniers pouvaient voir des silos à grains s'étendant le long des 2 rives, chacun contenant assez de blé pour nourrir une ville allemande pendant des mois. Interofficier Karl Schmidt, fils de fermier de Bavière, écrivit dans son journal « Les Américains transportent la nourriture comme nous transportons les munitions, en quantité infinie sans souci de perte. J'ai regardé charger une seule barge avec assez de blé pour nourrir tout mon village pendant 5 ans. L'opérateur de grue mangeait un sandwich avec de la viande plus épaisse que notre ration hebdomadaire. » À Kansas City, le train s'arrêta dans un immense parc à bestiaux où des dizaines de milliers de bovins attendaient l'abattage.
l'odeur des usines d'emballage de viande remplissait l'air sur des kilomètres. Les prisonniers de guerre allemands, qui savaient subsister avec 200 grammes de viande par semaine en Afrique, quand ils avaient de la chance, regardèrent les ouvriers américains manger des sandwichs au bœuf pendant leur pause déjeuner. « Ils mangèrent de la viande comme nous mangions du pain », écrivit Gefreiter Paul Fischer. Non, c'est faux. Ils mangeaient de la viande comme nous aurions souhaité pouvoir manger du pain. Le garde nous a acheté des hamburgers dans un stand près de la gare. Viande, fromage, légumes, sur du pain blanc pour 15 cents. Il en a acheté 20 sans réfléchir, payé avec un seul billet d'$1. Ce n'était pas spécial, c'était leur nourriture normale. L'arrivée au camp eux-mêmes fournit le niveau suivant de démolition cognitive. Camp Hearn, Texas, construit en seulement 4 mois, abritait entre 3000 et 4800 prisonniers dans des conditions qui dépassaient ce que la plupart avaient connu comme civils. Baraquements en bois avec lumières électriques, toilettes à chasse d'eau, douches chaudes et chauffage à vapeur. Chaque bâtiment construit avec plus de bois que des villages allemands entiers n'en possédait. L'hôpital du camp stupéfia le personnel médical parmi les prisonniers. Oberstleutnant, lieutenant-colonel, Dr Friedrich Bauer, chirurgien en chef de la 164e division légère, se retrouva dans une installation mieux équipée que la plupart des hôpitaux civils allemands. Appareils à rayon X, équipement chirurgical, fournitures pharmaceutiques qui avaient été indisponibles en Allemagne depuis 1941. Tout cela fourniture standard pour les prisonniers ennemis. Ils avaient de la pénicilline, témoignerait plus tard le docteur Bauer, ce médicament miracle dont nous n'avions entendu que des rumeurs. Ils l'utilisaient librement, même sur des prisonniers avec des infections mineures. Des soldats allemands mouraient faute de médicaments sulfamidés de base, et les Américains nous donnaient leur médicament le plus avancé, sans hésitation. La cuisine du camp devint une autre salle de classe de la prospérité américaine. Les prisonniers affectés aux tâches de cuisine découvrirent des chambres froides, des mixeurs électriques, des lave-vaisselle automatiques et des cuisinières à gaz qui pouvaient préparer des repas pour 5000 hommes. La ration quotidienne comprenait du lait frais, des œufs, de la viande, des légumes et du pain blanc. Des quantités que les civils allemands n'avaient pas vues depuis 1939. Feldwebel Otto Krebs, un ancien chef d'hôtel de Munich, écrivit « Aujourd'hui, nous avons jeté plus de nourriture que ma famille n'en a vu en 3 ans. Pas de la nourriture avariée, simplement l'excédent. Les règlements américains exigent que nous préparions 10% de plus que nécessaire pour garantir que chaque prisonnier reçoive des rations complètes. Le surplus est jeté. J'ai pleuré en jetant du pain parfaitement bon à la poubelle. » En septembre 1943, la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture américaine conduisit à l'emploi de prisonniers de guerre dans les champs et les usines à travers le pays. Cette décision, motivée par la nécessité, allait se révéler plus destructrice pour l'idéologie nazie que n'importe quel programme de propagande n'aurait pu l'être. Des groupes de prisonniers étaient transportés quotidiennement vers des sites de travail, voyageant à travers le cœur de l'Amérique sans bandeau sur les yeux ni itinéraire restreint. Ils voyaient tout, les champs infinis de maïs et de blé, les usines fonctionnant en 3 équipes, les magasins pleins de marchandises, les parkings pleins de voitures, les maisons avec réfrigérateurs et radios. Dans une égreneuse de coton à l'extérieur de Houston, unterofficier Herbert Lang regarda une seule machine traiter plus de coton en 1 heure que tout son village n'aurait pu en traiter en 1 mois, en utilisant des méthodes traditionnelles. L'égreneuse était alimentée par l'électricité de l'autorité du fleuve Colorado, partie d'un programme d'électrification rurale qui avait apporté l'électricité à 90% des fermes du Texas en 1943. Le fermier qui possédait l'égreneuse n'était personne de spécial, consigna Lang. Pas d'aristocratie, pas de membre du parti, juste un fermier. Pourtant il avait l'électricité, l'eau courante, un camion, une voiture et un tracteur. Ces ouvriers, y compris les Noirs, mangeaient le déjeuner dans des boîtes contenant plus de nourriture que les ouvriers allemands ne recevaient en 1 semaine. Et c'était normal, chaque ferme que nous avons dépassée était la même. Au Nebraska, les prisonniers travaillaient dans des champs de betteraves sucrières, témoins d'une mécanisation agricole qui défiait la compréhension. Une seule moissonneuse-batteuse, apprirent-ils, pouvait faire le travail de 100 hommes. Les champs s'étendaient jusqu'à l'horizon.
chacun plus grand que des comtés allemands entiers. Les fermiers parlaient avec des involtures de rendement qui auraient été de la fantaisie en Allemagne. 60 boisseaux de blé par acre comparés aux 30 de l'Allemagne sur les meilleures terres. Jeffreiter Wilhelm Hoffmann, travaillant dans une ferme à l'extérieur de Scottsbluff, écrivit « Le fils du fermier, un garçon de 16 ans, conduisait un tracteur valant plus que tout ce que mon père avait gagné dans sa vie. » Quand j'ai mentionné cela, le garçon a ri et dit que ce n'était même pas un particulièrement bon tracteur. Son père attendait un nouveau modèle de John Deere qui serait encore meilleur. Les révélations les plus dévastatrices vinrent aux prisonniers qui travaillaient près ou dans des usines américaines. Bien que les règles de la Convention de Genève interdisaient le travail de production de guerre directe, les prisonniers de guerre pouvaient travailler dans des industries qui libérèrent des travailleurs américains pour la production militaire. Cette subtilité permit à des milliers de prisonniers allemands d'être témoins de la capacité industrielle américaine de première main. Dans une usine de soupe Campbell au New Jersey, les prisonniers regardèrent des chaînes de production qui traitaient plus de tomates en une seule journée que la plupart des usines allemandes n'en traitaient en un mois. L'installation fonctionnait avec un personnel réduit de femmes et d'hommes âgés, car la plupart des jeunes travailleurs étaient dans l'armée. Pourtant, la production dépassait les niveaux d'avant-guerre. Stabsfeldwebel Ernst Wagner, qui avait travaillé dans une usine de transformation alimentaire allemande avant la guerre, documenta l'expérience. Tout était automatisé. Tapis roulants électriques, machines de remplissage automatique, cuiseurs à vapeur qui traitaient des centaines de boîtes simultanément. Une femme âgée surveillait des commandes qui géraient ce qui aurait nécessité 50 ouvriers en Allemagne. Elle faisait cela tout en écoutant la radio et en buvant du café. Près de Detroit, des prisonniers déchargeant du charbon dans une centrale électrique eurent des aperçus de la conversion de l'industrie automobile à la production de guerre. Le complexe de River Rouge, visible de l'autre côté de l'eau, employait 100 000 ouvriers produisant des jeeps, des moteurs d'avion et des chars. L'usine consommait 1 500 000 kW d'électricité quotidiennement, plus que toute la ville de Hambourg. Nous pouvions voir les parkings, écrivit Obergefreiter Franz Kellner. Des milliers de voitures appartenant aux ouvriers, des ouvriers. En Allemagne, même nos officiers possédaient rarement des voitures. Ici, les ouvriers d'usine conduisaient pour aller au travail. Le garde nous a dit que beaucoup d'ouvriers possédaient 2 voitures, une pour le travail, une pour la famille. Nous pensions qu'ils se moquaient de nous. À l'hiver 1943, l'impact cumulatif de ces observations produisait ce que les officiers du renseignement américain appelaient le syndrome d'effondrement idéologique parmi les prisonniers. La division des projets spéciaux, le programme secret de rééducation, dirigé par le bureau du prévôt général, documenta un nombre croissant de prisonniers demandant l'accès aux journaux, livres et matériels éducatifs américains. Le major Paul Neuland, membre de l'équipe de surveillance, rapporta en décembre 1943 « Les prisonniers ne discutent plus quand on leur montre des statistiques de production. Ils ont trop vu, les nazis les plus fanatiques sont devenus silencieux. Ils maintiennent toujours leur loyauté envers l'Allemagne, mais ne parlent plus de victoire. Beaucoup questionnent ouvertement ce qu'on leur a dit sur l'Amérique. » Les journaux de camp produits par les prisonniers eux-mêmes commencèrent à refléter cette transformation. Der Ruf l'appel, publié à Fort Kearney, Rhode Island, passa graduellement du nationalisme défiant aux discussions sur la démocratie, les systèmes économiques et la reconstruction d'après-guerre. Les éditeurs, prisonniers anti-nazis, soigneusement sélectionnés, trouvèrent leur public de plus en plus réceptif. Lieutenant Hermann Gutz, capturé avec la 10e division Panzer, écrivit dans une lettre qui passa les censeurs américains « On nous avait dit que l'Amérique était une nation bâtarde, faible, divisée, contrôlée par les Juifs, incapable de prouesses militaires. Chaque jour que je passe ici, je vois le contraire. C'est la nation la plus organisée, unifiée et puissante de la Terre. » On nous a raconté des contes de fées par des criminels. Le coup le plus dévastateur porté à l'idéologie nazie vint d'une source inattendue. Le traitement des prisonniers italiens après la reddition de l'Italie en septembre 1943. Les prisonniers de guerre italiens, qui acceptèrent de coopérer, furent formés en unités de service italiennes, bénéficiant de meilleurs quartiers, d'une solde augmentée et de plus de liberté.
Les prisonniers allemands regardèrent leurs anciens alliés travailler aux côtés des Américains, manger dans les restaurants américains, certains sortant même avec des femmes américaines. Feldwebel Friedrich Schulz écrivit « Les Italiens nous ont trahis, pourtant ils s'en traitaient mieux que nous ne les traitions en tant qu'alliés. Ils travaillent librement, gagnent de l'argent, envoient des colis chez eux. Les Américains ne leur montrent aucune haine. Cette démocratie qu'on nous a appris à mépriser semble plus honorable que notre propre système. » Noël 1943 eut l'impact psychologique le plus profond. Des organisations américaines, des églises et des groupes d'églises civiques envoyèrent 500 000 colis de Noël aux prisonniers de guerre allemands, des ennemis qui avaient tenté de tuer des soldats américains quelques mois plus tôt. Chaque colis contenait des cigarettes, des bonbons, des articles de toilette et des jeux. Les communautés locales invitèrent les prisonniers à des dîners de Noël, bien que les règlements empêchassent la plupart d'accepter. Au camp Hearn, Texas, la chorale de l'église méthodiste locale interpréta des chants de Noël en allemand pour les prisonniers. Des femmes de Hearn envoyèrent des biscuits et des gâteaux faits maison. Les Boy Scouts livrèrent des cartes de Noël faites à la main. Cette gentillesse envers les ennemis brisa les derniers vestiges de la théorie raciale nazie. Oberleutnant Walter Müller, dont le frère était mort dans le bombardement de Hambourg, écrivit « Ils savent que nous sommes leurs ennemis. Beaucoup ont des fils et des maris qui combattent contre nos armées. Pourtant, ils nous montrent une charité chrétienne, pas de la propagande, mais une gentillesse authentique. Quel genre de peuple traite ses ennemis de cette façon? Seulement ceux qui sont absolument certains de la victoire et sûrs de leur pouvoir. » Le festin de Noël lui-même défiait toute compréhension. Dinde, jambon, purée de pommes de terre, sauce, légumes, tartes, glaces. Des quantités de nourriture que l'Allemagne n'avait pas vues depuis avant la Première Guerre mondiale. Les prisonniers mangèrent jusqu'à en être malades, incapables de comprendre que de telles ressources soient prodiguibina, so prodigues de sabo podiga des ebiga des ennemis. Nous avons mangé comme des rois, écrivit Feldwebel Hansbauer. Mieux que ne mangent de les généraux allemands, mieux que les dirigeants du parti, de Dube. Et ce n'était pas spécial. Les gardiens nous ont dit que c'était un dîner de Noël américain normal, que chaque famille américaine mangeait le même repas. S'ils peuvent nourrir les prisonniers de cette façon, que doivent manger leurs propres soldats? Au début de 1944, plus de 40 000 prisonniers allemands étaient inscrits dans des programmes éducatifs. Ils étudiaient l'anglais, l'histoire américaine, les mathématiques et les sciences. L'université de Chicago fournissait des cours par correspondance. L'université Stanford envoyait des professeurs pour donner des conférences sur la démocratie et l'économie. La soif de connaissance était insatiable. Les prisonniers à qui l'on avait dit que les Américains étaient des barbares incultes découvrirent des bibliothèques avec des millions de livres, des universités qui accueillaient toutes les classes sociales, une recherche scientifique qui menait le monde. Ils lisaient librement les journaux américains, comparant de multiples points de vue, chose impossible dans l'Allemagne nazie. Feldwebel Dr. Wilhelm von Braun, un physicien enrôlé de l'Institut Kaiser Wilhelm, assista à des conférences sur la physique atomique au camp Shelby. Il écrivit plus tard « Des professeurs américains, y compris des réfugiés juifs d'Allemagne, nous enseignaient sans haine. Ils parlaient de la science comme universelle, appartenant à toute l'humanité. Ils avaient des années d'avance sur la recherche allemande, et ils partageaient leurs connaissances avec des ennemis. Cette générosité d'esprit était incompréhensible pour des esprits façonnés par l'idéologie nazie. Les théâtres des camps projetaient des films américains, pas de la propagande, mais des productions hollywoodiennes ordinaires. Les prisonniers regardèrent Autant en emporte le vent, voyant une représentation de la défaite et de la reconstruction américaine qui résonnait avec leur propre situation. Ils virent les raisins de la colère, stupéfaits que les Américains montrent une telle autocritique à des ennemis. Ils ne cachent rien, écrivit lieutenant Joseph Kramer. Ils montrent leurs problèmes, leurs échecs, leurs conflits. Pourtant, cette honnêteté les rend plus forts, pas plus faibles. En Allemagne, une telle critique signifierait la mort. Ici, elle est considérée comme patriotique. Le printemps 1944 apporta des programmes de travail élargis pour les prisonniers, alors que la production américaine atteignait son apogée. Les prisonniers de guerre allemands travaillaient
dans des conserveries, des usines et des ateliers de fabrication, témoignant de toute la puissance de la capacité industrielle américaine. Les chiffres racontaient une histoire qu'aucune propagande ne pouvait contrer. À l'usine de bateaux Higgins à la Nouvelle-Orléans, les prisonniers déchargeaient l'acier qui deviendrait des péniches de débarquement pour le jour J. Ils regardaient les ouvriers assembler 700 bateaux par mois, chacun nécessitant 20 000 pièces. L'usine employait 20 000 travailleurs, dont des milliers de femmes qui opéraient des grues, soudaient des coques et géraient les lignes de production. Stabsfeldwebel Kurt Zimmermann écrivit « Des femmes faisant le travail des hommes, des noirs opérant des machines complexes, des adolescents maniant des équipements de forage, tout ce qu'on nous avait dit impossible dans une démocratie. Pourtant la production ne s'arrêtait jamais. 3 équipes, 24 heures, 7 jours par semaine. Ils produisaient plus de bateaux en un mois que toute notre marine n'en construisait en un an. » Chez Republic Steel dans l'Ohio, les prisonniers furent témoins de la production de 10 000 tonnes d'acier par jour. Les hauts fourneaux fonctionnaient en continu, alimentés par des trains sans fin de minerais de fer du Minnesota et de charbon de Pennsylvanie. L'échelle défiait la compréhension allemande. Cette seule usine produisait plus d'acier que toute la Ruhr à son apogée, écrivit Oberfeldwebel Paul Hartmann. J'ai travaillé à Krupp avant la guerre. Je pensais comprendre la production industrielle, mais c'était au-delà de l'imagination. Ils gaspillaient plus d'acier en déversement que nous ne pouvions en produire. Les ouvriers se plaignaient des heures supplémentaires, tout en produisant des quantités que nous ne pouvions atteindre avec le travail forcé et les doubles équipes. La récolte de l'été 1944 fournit la démolition finale de la propagande nazie sur la faiblesse américaine. Les prisonniers allemands travaillèrent à travers le Midwest, témoignant d'une production agricole qui pouvait nourrir le monde. Au Kansas, ils regardèrent des récoltes de blé où des fermes individuelles produisaient plus de grains que des provinces allemandes entières. Là, les moissonneuses-batteuses se déplaçaient à travers les champs comme des navires sur un océan d'or, chacune récoltant 100 acres par jour. Les silos à grains qu'elles remplissaient pouvaient contenir plus de blé que l'Allemagne n'en importait en une année entière. Unteroffizier Franz Weber, un fermier de Prusse orientale, écrivit « Un fermier américain avec des machines fait le travail de 100 fermiers allemands. Ils m'ont montré des photographies aériennes des champs de blé, des milliers de kilomètres carrés de grains. Ils pourraient même perdre la moitié de leur récolte et avoir encore plus que toute l'Europe combinée. » Dans la vallée centrale de Californie, les prisonniers cueillaient des fruits, dans des vergers qui s'étendaient au-delà de l'horizon. Ils regardèrent des fruits parfaitement bons être jetés pour des défausses mineurs, des fruits qui auraient été précieux en Allemagne. Des récoltes entières étaient venues parfois enfouies pour maintenir les prix, un concept qui causait des effondrements psychologiques chez les prisonniers venant d'une Allemagne ravagée par la faim. Ils détruisaient de la nourriture pour maintenir les prix stables, écrivit Gefreiter Otto Schulz. Des montagnes d'oranges bulldozées dans des fosses parce qu'ils en avaient trop. Nous avons supplié qu'on nous permette de les envoyer en Allemagne à nos familles. Les gardiens étaient compatissants, mais expliquaient que c'était impossible. Le gaspillage était la preuve stratégique de ressources illimitées. Le 6 juin 1944, lorsque la nouvelle de l'invasion de Normandie atteignit les camps, les prisonniers allemands vécurent leur effondrement idéologique final. L'ampleur de l'opération, 6 000 navires, 11 000 avions, 150 000 hommes dans la première vague, démontrait une capacité organisationnelle américaine au-delà des rêves les plus fous de l'Allemagne nazie. Les prisonniers au camp Shelby regardèrent des actualités de l'invasion en quelques jours. Ils virent à les flots incessants de navires, les ports artificiels, le système d'approvisionnement qui livrait 15 000 tonnes quotidiennement à travers des plages ouvertes. Ils regardaient leur patrie être écrasée par la nation, même qu'on leur avait dit trop faible pour combattre. Oberst Friedrich von Tauben écrivit « Nous savions alors que tout était perdu, pas seulement la guerre, mais tout le projet nazi. Nous avions défié la plus grande puissance industrielle du monde avec des contes de fées et une mythologie raciale. Nous avons envoyé des chevaux contre leurs camions, des fusils contre leurs armes automatiques, du courage contre leurs ressources illimitées.
Tout au long de leur captivité, les prisonniers allemands vécurent quelque chose qui défiait l'idéologie nazie plus que toute richesse matérielle, l'humanité américaine. Malgré la propagande dépeignant les Américains comme faibles et sentimentaux, les prisonniers de guerre découvrirent un peuple suffisamment sûr de sa force pour montrer de la miséricorde. Quand le fils du Gefreiter Hans Müller mourut dans le bombardement de Hambourg, le commandant américain du camp livra personnellement le message de la Croix-Rouge et présenta ses condoléances. Quand la femme du lieutenant Paul Fischer écrivit qu'elle avait du mal à nourrir leurs enfants, des groupes d'églises américaines envoyèrent des colis alimentaires à elle en Allemagne, des civils ennemis dans une nation que l'Amérique bombardait activement. Ils séparèrent le peuple allemand du régime nazi, écrivit Feldwebel Otto. Il disait qu'il combattait Hitler, pas les Allemands. Cette distinction, qui semblait de la propagande, s'avéra authentique. Il nous préparait à reconstruire l'Allemagne après la guerre, pas à la détruire. Le traitement médical affecta particulièrement les prisonniers. Les médecins allemands travaillaient aux côtés du personnel médical américain, apprenant de nouvelles techniques, utilisant des équipements avancés. Les prisonniers recevèrent des opérations qui n'auraient été disponibles qu'à l'élite en Allemagne. Le traitement de santé mentale, pratiquement inconnu dans la Wehrmacht, était fourni aux soldats traumatisés. Le docteur Friedrich Bauer écrivit « Il traitait les tentatives de suicide avec du conseil, pas de la punition. Les prisonniers avec des effondrements mentaux recevaient une thérapie, pas des coups. Cette humanité envers les ennemis révélait une force que nous n'avions jamais comprise, la confiance du vrai pouvoir. En mars 1945, le programme secret de rééducation avait produit des résultats remarquables. Plus de 25 000 prisonniers s'étaient portés volontaires pour des cours sur la démocratie. Les journaux des camps publiaient des articles sur le gouvernement constitutionnel, les marchés libres et les droits civiques. Des groupes de discussion débattaient de l'avenir de l'Allemagne après la guerre. Le succès du programme dépassa toutes les attentes. Les prisonniers qui étaient arrivés en Asie fanatique écrivaient des essais sur la reconstruction démocratique. Les officiers qui avaient prêté serment à Hitler planifiaient comment mettre en œuvre les méthodes agricoles américaines dans l'Allemagne d'après-guerre. « Nous sommes devenus des missionnaires de la démocratie », admit Oberst Hermann Göring, sans lien avec le Reichsmarschall, dans une interview de 1975. Pas par la coercition ou la propagande, mais par l'observation. Nous l'avons vu fonctionner. Nous avons vu des gens ordinaires vivre mieux que l'aristocratie allemande. Nous voulions cela pour l'Allemagne. La transformation était si complète que les autorités américaines s'inquiétaient que les prisonniers soient trop enthousiastes à propos des méthodes américaines. Certains demandèrent à rester en Amérique après la guerre. D'autres épousèrent des femmes américaines qu'ils rencontrèrent par des programmes de correspondance avec les prisons. Des milliers immigrèrent finalement en Amérique dans les années 1950. Avril 1945 apporta la révélation finale. Alors que les forces américaines libéraient les camps de concentration en Allemagne, les images furent montrées aux prisonniers de guerre allemands. Beaucoup refusèrent d'y croire initialement, affirmant que c'était de la propagande, mais les preuves étaient accablantes. Témoignages de soldats américains, photographies, actualités et finalement lettres d'Allemagne confirmant l'horreur. L'impact psychologique fut dévastateur. Les hommes qui avaient maintenu une certaine fierté dans l'honneur allemand malgré la défaite militaire faisaient maintenant face à l'effondrement moral complet de leur nation. Tout ce pourquoi ils avaient de tête combattu n'était pas seulement vaincu, mais mauvais. Feldwebel Walter Schmidt écrivit le résumé le plus éloquent. Nous pensions être des guerriers pour une grande cause. Nous avons découvert que nous étions les outils de criminels. Nous croyions apporter la civilisation à des peuples inférieurs. Nous avons découvert que nous étions les barbares. Les Américains que nous appelions faibles et décadents nous ont montré ce que la civilisation signifiait réellement. Alors que la guerre se terminait en mai 1945, les prisonniers de guerre allemands faisaient face au rapatriement avec des émotions mitigées. Ils avaient été témoins d'une Amérique qui contredisait tout ce qu'ils avaient cru. Ils avaient mieux mangé en tant que prisonniers qu'en tant que soldats. Ils avaient été traités avec plus de dignité par des ennemis que par leur propre gouvernement.
Les derniers mois de captivité furent consacrés à la préparation du retour dans une Allemagne détruite. Les autorités américaines fournirent une formation professionnelle, une éducation agricole et une instruction politique. Les prisonniers apprirent à le plan Marshall avant qu'il ne soit annoncé, comprenant que l'Amérique reconstruirait plutôt que de punir l'Allemagne. « Ils nous ont préparés à reconstruire notre pays », écrivit Oberst Friedrich von Tauben. « Ils nous ont donné des compétences, des connaissances, de l'espoir. Ils ont transformé des soldats vaincus en futurs citoyens. Cette générosité de vainqueurs était incompréhensible pour des esprits façonnés par la vindicte nazie. » Entre 1945 et 1946, 360 et 11 683 prisonniers de guerre allemands furent rapatriés des camps américains. Ils tournèrent dans une Allemagne divisée, détruite et démunie. Mais ils apportaient avec eux quelque chose de précieux, la connaissance de comment une société industrielle démocratique fonctionnait. Les prisonniers de guerre allemands qui vécurent dans la prospérité américaine devinrent des agents involontaires de transformation dans l'Allemagne d'après-guerre. Ils avaient vu l'efficacité industrielle, la productivité agricole et la prospérité démocratique. Ils savaient que la reconstruction était possible parce qu'ils avaient été témoins d'une société qui l'avait accomplie. Beaucoup d'anciens prisonniers de guerre s'élevèrent à des postes éminents dans la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest. Hans Kroll, prisonnier au camp Shelby, devint ambassadeur de l'Allemagne de l'Ouest aux États-Unis. Walter Hallstein, qui enseigna des cours au camp Como, devint président de la Commission européenne. Rüdiger von Weckmar, détenu au camp Herne, servit comme représentant permanent de l'Allemagne aux Nations Unies. Eduard Ackermann, prisonnier à Fort Robinson, devint un leader dans la réforme agricole allemande. Ils apportèrent les méthodes américaines à l'industrie allemande, l'efficacité américaine à l'agriculture allemande et les idéaux démocratiques américains à la politique allemande. Le miracle économique des années 1950 fut construit en partie sur les connaissances acquises dans les camps de prisonniers américains. Nous avons appris que la prospérité venait de la liberté, pas de la conquête, écrivit Hans Kroll dans ses mémoires. Nous avons vu que la démocratie créait la richesse, que la diversité apportait la force, que bien traiter les travailleurs augmentait la production. Ces leçons apprises en tant que prisonniers ont façonné la nouvelle Allemagne. Les historiens ont appelé l'expérience des prisonniers de guerre allemands en Amérique l'un des programmes de rééducation les plus réussis de l'histoire. Sans coercition, sans propagande au sens traditionnel, la puissance industrielle et la démocratie américaine convertirent des nazis endurcis en futurs citoyens démocratiques. Le programme réussit parce qu'il ne reposait pas sur des mots mais sur l'observation. Les prisonniers virent la société américaine fonctionner à son efficacité maximale tout en traitant les ennemis avec dignité. Ils furent témoins d'une capacité industrielle qui faisait paraître la production allemande primitive. Ils vécurent un niveau de vie qui exposait les promesses nazies comme des fantasmes. Le docteur Arnold Kramer, l'historien principal des prisonniers de guerre allemands en Amérique, conclut « L'Amérique gagna la guerre de propagande non par des messages habiles, mais par la pure réalité. Chaque repas complet, chaque lumière électrique, chaque toilette fonctionnelle était un argument contre le nazisme. Les prisonniers de guerre furent convertis par la prospérité. Les statistiques soutiennent cette évaluation. Sur les 371 683 prisonniers de guerre allemands détenus en Amérique, moins de 1% tentèrent de s'échapper, avec seulement 2222 tentatives d'évasion totales enregistrées. Les enquêtes d'après-guerre montrèrent que 95% évaluèrent leur traitement comme bon ou excellent. Plus remarquablement, des milliers maintinrent une correspondance avec des familles américaines pendant des décennies après la guerre. En 1985, au 40e anniversaire de la fin de la guerre, les prisonniers de guerre allemands survivants tinrent une réunion à Austin, Texas. Plus de 500 anciens prisonniers retournèrent en Amérique, beaucoup amenant leurs familles pour leur montrer où leur transformation avait commencé. L'ancien Oberfeldwebel Hans Weber, qui avait été détenu à Fort Robinson, Nebraska, et était plus tard retourné pour devenir médecin à Georgetown, Maine, parla à la réunion. La vie dans les camps fut une vaste amélioration pour beaucoup d'entre nous, qui avions grandi dans des appartements à eau froide en Allemagne.
Nous avons découvert l'eau courante, le chauffage central et la nourriture abondante. Mais plus que cela, nous avons découvert la dignité. L'ancien Stabsfeldwebel Kurt Meyer, qui avait travaillé dans des fermes en Iowa, ajouta « Les fermiers nous traitaient non comme des ennemis, mais comme de jeunes hommes loin de chez eux. Ils partagent leurs repas, leurs connaissances, parfois leur maison. Cette humanité de la part de gens dont les fils combattaient contre nous, cela nous a changés pour toujours. » Au dîner de réunion de 1985, l'ancien Oberst Hermann Gutsch, alors âgé de 78 ans, prononça le discours principal qui captura l'essence de la transformation. Nous sommes venus en Amérique en tant qu'ennemis, en tant que nazis, en tant que croyants, en un mensonge. Nous sommes partis en tant qu'amis, en tant que démocrates, en tant qu'hommes qui avaient vu la vérité. L'Amérique nous a montré que la force vient non de la conquête, mais de la production, non de la haine, mais de la diversité, non de la tyrannie, mais de la liberté. Nous avons été témoins de l'arsenal de la démocratie en pleine production. Nous avons vu des fermiers qui produisaient de la nourriture pour le monde, des ouvriers qui construisaient les outils de la victoire, et des citoyens qui traitaient les ennemis avec dignité. Nous avons appris que la véritable arme de l'Amérique n'était pas ses bombes ou ses chars, mais sa capacité inépuisable de création et sa confiance inébranlable. Nous sommes retournés en Allemagne avec une mission, construire une société qui pourrait créer plutôt que détruire, qui pourrait prospérer par la paix plutôt que par la guerre. L'Allemagne, qui s'est élevée des cendres, fut construite sur les leçons apprises dans les camps de prisonniers américains. Nous qui sommes venus en conquérant sommes partis en étudiant, à l'Amérique de vos anciens ennemis, maintenant vos amis. Merci de nous avoir montré le chemin. L'auditorium éclata en ovations debout. Américains et Allemands, ensemble, anciens ennemis unis dans la reconnaissance d'une transformation qui avait semblé impossible quand ces premiers trains roulèrent au Texas en juin 1943. L'ampleur de l'expérience des prisonniers de guerre allemands en Amérique peut être mesurée en statistiques frappantes qui révèlent à la fois l'échelle de l'opération et son succès remarquable. Infrastructure des camps, plus de 500 camps à travers 45 États, chaque État sauf le Nevada, le Dakota du Nord et le Vermont. 175 camps principaux avec 325 camps annexes. Camps construits pour abriter de 250 à 12 000 prisonniers chacun. Construction achevée en moyenne de 90 jours par camp. Population de prisonniers, 360 et 11 683 prisonniers de guerre allemands faisant partie de 425 871 prisonniers de guerre de l'Axe au total. Population maximale en mai 1945, moyenne de 20 000 nouvelles arrivées mensuelles en 1943, 30 000 mensuels après le jour J, 60 000 mensuels dans les derniers mois de la guerre. Contribution au travail, 14 millions de jours, hommes de travail agricole, 100 millions de pierres papeaux, planches de bois traitées, 230 millions de dollars en valeur de travail, année 1940, 80 cents de salaire quotidien par prisonnier. Les prisonniers comblèrent des pénuries de main-d'œuvre critiques dans 46 États. Statistiques d'évasion. Seulement 2222 tentatives d'évasion sur plus de 371 000 prisonniers, 0,6%. Zéro évasion permanente réussie, la plupart des évadés recapturés dans les 24 heures. Aucun civil américain blessé par des prisonniers de guerre évadés. Programme éducatif, 40 000 et plus inscrits dans des cours éducatifs, 135 journaux de camp publiés, 30 000 suivant des cours d'anglais, 15 000 en formation professionnelle, cours universitaires par correspondance pour 8 000. Immigration d'après-guerre. Environ 5 000 anciens prisonniers de guerre immigrèrent aux États-Unis après la guerre. 12 000 et plus maintinrent une correspondance avec des familles américaines. Durée moyenne de correspondance 31 ans. Beaucoup retournèrent en tant que touristes ou partenaires commerciaux. Évaluation du traitement, 95%, évaluèrent le traitement comme bon ou excellent. 74% crurent que la captivité changea positivement leur vision du monde. 61% exprimèrent un intérêt à apprendre sur la démocratie. Moins de 10% maintinrent de fortes croyances nazies en 1945. Les prisonniers de guerre allemands qui vécurent à la puissance industrielle américaine ne furent pas seulement témoins de l'histoire, ils furent transformés par elle.
Leur captivité devint éducation, leur défaite devint illumination, et leur emprisonnement devint libération des chaînes idéologiques du nazisme. Au final, la plus grande victoire de l'Amérique ne fut pas remportée sur le champ de bataille, mais dans les camps de prisonniers, où les preuves accablantes de la prospérité démocratique accomplirent ce que les armées ne pouvaient pas accomplir: la transformation complète des esprits ennemis. Les prisonniers de guerre étaient arrivés en croyant à la supériorité allemande et à la faiblesse américaine. Ils repartirent en connaissant la vérité. La puissance industrielle américaine n'était pas seulement écrasante, elle était incompréhensible pour des esprits façonnés par la pénurie et la tyrannie. Les trains qui les avaient amenés en captivité en 1943 avaient à transporter des guerriers du Troisième Reich. Les navires qui les ramenèrent en Allemagne en 1946 transportaient des architectes de la démocratie. Ils avaient vu l'avenir et ils fonctionnaient. Leur histoire témoigne d'une vérité profonde. L'arme la plus puissante de l'arsenal américain n'était pas la force militaire, mais la simple preuve accablante de la capacité d'une société libre à créer l'abondance. Les prisonniers de guerre allemands furent stupéfaits par la puissance industrielle américaine, mais finalement ils furent convertis par elle. Dans leur transformation résidaient les germes de la rédemption de l'Europe d'après-guerre et de la défaite finale du rêve nazi. Ils retournèrent en Allemagne, non pas comme des ennemis vaincus, mais comme des témoins de ce que les sociétés libres pouvaient accomplir. Le miracle économique qui transforma l'Allemagne de l'Ouest dans les années 1950 fut construit sur des fondations posées dans les camps de prisonniers américains, où des soldats ennemis apprirent que la prospérité ne venait pas de la conquête, mais de la liberté, non pas de la supériorité raciale, mais de la dignité humaine, non pas du contrôle totalitaire, mais de la coopération démocratique. Les prisonniers de guerre allemands étaient arrivés en Amérique en s'attendant à trouver une nation faible et divisée au bord de l'effondrement. Au lieu de cela, ils découvrirent un colosse industriel d'une puissance illimitée et d'une humanité surprenante. Ils étaient venus comme prisonniers de guerre, mais repartirent comme témoins de l'arsenal de la démocratie à son apogée absolu. Dans leur émerveillement face à l'abondance américaine résidaient les germes psychologiques de l'Alliance Atlantique, du plan Marshall et de la reconstruction démocratique de l'Allemagne. Ils avaient vu l'Amérique et ils ne seraient plus jamais les mêmes. Leurs enfants grandiraient dans une Allemagne démocratique alliée aux États-Unis. Un partenariat construit sur la transformation qui commença lorsque 1850 vétérans de l'Africa Corps descendirent d'un train à Mexia, au Texas, et découvrirent que tout ce qu'ils croyaient était faux. L'histoire des prisonniers de guerre allemands en Amérique est finalement une histoire de rédemption par la révélation. Elle prouve que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas remportées par la destruction, mais par la démonstration, non pas par la propagande, mais par la prospérité, non pas par la haine, mais par l'humanité. Les soldats allemands qui furent témoins de la puissance industrielle américaine devinrent alors les ambassadeurs involontaires de la démocratie, rapportant dans leur patrie les germes de transformation qui fleuriraient en l'une des reconstructions les plus réussies de l'histoire. Leur voyage de guerriers nazis à citoyens démocratiques demeure l'une des transformations les plus remarquables de l'histoire moderne, accomplie non par la force, mais par la preuve accablante de ce que des peuples libres pouvaient réaliser lorsqu'ils travaillaient ensemble. Au final, c'était là l'arme secrète de l'Amérique. Non pas seulement la capacité de produire plus de chars et d'avions que n'importe quelle nation dans l'histoire, mais la capacité de transformer des ennemis en amis par le simple pouvoir de l'exemple. Les prisonniers de guerre allemands furent stupéfaits par la puissance industrielle de l'Amérique, mais plus important encore, ils furent changés par elle. Et dans ce changement résidait le fondement d'un monde meilleur.